Alors, je voudrais commencer d'abord par vous montrer une des premières études du docteur Felitti. Je vais faire comme Véro, je vais me tromper. Du docteur Felitti, où est le pointeur? Qui peut m'aider? En haut. En haut. Il est là, le pointeur. Je l'ai trouvé. Merci beaucoup, Stéphanie. Il est là. Il est là. C'est bon. Donc, cette étude sur les adversités pendant l'enfance. Alors, les adversités pendant l'enfance, on n'en a pas encore parlé en tant que tel depuis ce matin, et pourtant, elles sont absolument importantes. Les adversités, c'est quoi? C'est des violences, c'est des négligences, c'est des structures familiales où finalement, la violence, c'est un peu le quotidien. Alors, moi, je suis enseignante, j'en croise plein dans mes étudiants qui se prennent des coups. Mais c'est bon, madame, je suis costaud, vous inquiétez pas, ça va aller. Mais comme ça, j'en ai plein dans mes classes, d'accord, qui se prennent des roustes et qui trouvent ça normal parce qu'ils ont fait une bêtise. Ils ont fait tomber un verre d'eau, ils ont cassé un peu de fleurs. Ces adversités, je voulais vous en parler parce que le docteur Felitti, la première fois qu'il est arrivé à s'intéresser à ces adversités, c'était il y a très longtemps, par rapport à aujourd'hui ce qu'on sait. Au départ, le docteur Felitti avait monté un programme de perte de poids. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport? En fait, si, des troubles du comportement alimentaire, si, ça a un rapport. Donc on démarre avec la perte de poids. Et puis il y a la patiente 0 dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Cette patiente 0, c'est une jeune femme qui suit le programme et qui démarre le programme avec 180 kilos. Elle démarre le programme et le programme marche du tonnerre. J'arrive jamais parce que c'est incroyable. Elle finit à 60 kilos en un an. D'accord? Donc, elle perd un poids considérable. Elle perd ce poids, elle le garde pendant quelques semaines. Elle est épanouie, incroyable. Elle revient dans son corps qu'elle désirait au départ. Et puis, elle retourne au travail. Elle retourne au travail. Et quelques semaines plus tard, elle revient voir les docteurs. Et elle a pris excusez-moi, je suis très nulle en chiffres. Elle a pris 80 kilos, je crois, en quelques semaines. Considérable. Et puis elle disparaît. 12 ans. Et le docteur Felitti perd complètement sa trace. Et finalement, elle n'est pas la seule. Il y en a beaucoup qui, dans ce programme, elles sont nombreuses, elles viennent, elles suivent le programme, elles perdent du poids, elles disparaissent, ou elles abandonnent. Et donc, ils regardent, ils scrutent, ils cherchent, ils posent des questions. Et ils posent des questions et ils se rendent compte que de très nombreuses femmes qui viennent perdre du poids ont été victimes notamment de violences sexuelles, entre autres. Et du coup, il part sur cette étude et toutes les cohortes qui ont suivi, et vous voyez, on parle de cohortes, mais on est là à 15 300 dossiers retenus, avec une augmentation dose dépendante des risques pour la santé. Alors ici, les suicides, ici les dépressions chroniques, en fonction du nombre d'adversités qu'on a vécues. C'est-à-dire que plus le trauma est chronique répété, et plus les conséquences pour la santé sont importantes. Et il n'est pas le seul. Ici, c'est une méta-analyse. On est là à 252 000, décidément ce matin, 252 000 participants à ces études statistiques. Et ce que vous avez ici, je vous donne plus le détail de ce coefficient de répétition parce que c'est pas très intéressant sur le plan mathématique. Ce qui est important, c'est qu'au-dessus de 1, c'est significatif. Au-dessus de 1, c'est significatif. Tentative de suicide, on est à 30. Revictimisation, survictimisation, chacun y mettra le terme qu'il veut, mais la complexité du comportement chez l'adulte qui a grandi dans des situations de violence est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine.
Oui, il y a des gens qui vont avoir des défenses et des mécanismes, y compris de défiance et de rapports un peu violents avec les soignants. Oui, ils se défendent pour cause. On les a agressés toute leur vie. Donc, c'est aussi un petit peu normal. Donc, on retrouve un petit peu ces choses-là chez les victimes et chez les personnes qu'on suit. Alors, Véronique vous en a parlé. Je vais insister sur les marqueurs biologiques. Et je vais poser des questions. Parce que, quand même, pardon, je suis pas toujours très politiquement correcte, mais c'est important. Comment ça se fait qu'en France, on n'a pas encore d'études de paramètres biologiques qui suivent le trauma? Pardon, hein. Oui, c'est vrai, les psychiatres, les psychologues font le job. On a un tableau de PTSD clinique, on a les reviviscences, on a les insomnies, on les a. On en parlait tout à l'heure, et merci pour cette présentation, c'était très clair dans les signes. Comment se fait-il qu'en justice encore, il faut se battre pour qu'on entende finalement la réalité de ce que vit la victime? Moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a une jeune femme qui a été victime d'inceste et qui se retrouve à l'âge adulte en justice et qui explique au magistrat, parce qu'on lui pose des questions, on lui dit, mais quand même, ce soir-là, vous étiez déjà adulte, vous aviez déjà vécu les violences, que s'est-il passé? Et elle lui raconte. Elle dit, oui, c'est vrai, un soir, je sortais des boîtes de nuit et je rentrais chez moi dans la rue, et donc j'étais habillée joliment, parce que j'aime bien me faire jolie, et en même temps, elle a le hein, j'ai envie de dire. Et puis, il y a un monsieur qui est arrivé avec sa belle voiture, et puis qui lui a dit, bonjour mademoiselle, je cherche un distributeur de billets. Croyez-moi pas. Elle a dit oui, il y en a un au deuxième sous-sol du parking, je vous emmène. Inévitablement, le viol est arrivé. Inévitablement, elle s'est retrouvée devant ce magistrat qui ne comprenait pas. Et on lui dit, monsieur le juge, je ne peux pas vous expliquer. Mon corps a parlé malgré moi. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Parce qu'en justice, quand on a une mini-jupe et qu'on monte dans la voiture, on s'en fiche pas mal de ce que vous avez vécu quand vous étiez petit. Et pourtant, ça a tellement d'incidence. Et pourtant, le corps adulte s'exprime tellement différemment en fonction de ce qu'on a vécu. Alors ici, je voudrais vous montrer quand même qu'on a des mécanismes de compréhension de ce qu'on pensait en avoir il y a 10, 15, 20 ans. Et que France, les financements de recherche ne soient pas véritablement pour la recherche publique consacrée à la compréhension des mécanismes. Je vous montre ça parce que je trouve ça hyper intéressant. Regardez ici, vous avez sur cette échelle le niveau de stress. Alors, il y a la petite flèche qui manque, mais vous avez suffisamment d'imagination pour aller jusqu'au bout. Et puis ici, les performances cognitives. Un petit stress va générer tout un tas de mécanismes, et ça, c'est un énorme boulot de plusieurs décennies de recherche, à ce qu'on augmente une petite protéine qu'on appelle la plasmine. La plasmine est une petite protéine qui va venir dissoudre les petits cailloux qui se font naturellement dans nos vaisseaux. Et on comprend bien qu'un petit stress, alors le cortisol, tout ça, hein, mais un petit stress va venir fluidifier le sang. Et donc, dans un premier temps, et que ceux qui sont bien concentrés ce matin sur tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, on va comme ça fluidifier le sang pour permettre des performances cognitives. Quand ce stress est augmenté, tous les mécanismes qui aboutissent à l'augmentation de cette plasmine sont altérés. Et cette plasmine ne va plus être en capacité de fluidifier le sang. Et donc les cailloux s'accumulent. Et donc la vascularisation diminue.
Et ça, quand la vascularisation, elle diminue au niveau du cerveau, bah, vous voyez, Stéphanie vous en a parlé tout à l'heure, ça peut provoquer tout un tas de désordres et de communication. Ça peut provoquer des atteintes vasculaires, des accidents vasculaires cérébraux. Ça peut provoquer des maladies cardiovasculaires. Alors, on l'a vu avec l'étude ACE, le nombre de patients victimes de violences pendant l'enfance, quelles qu'elles soient, qui développent des obésités, des diabètes et avec des troubles cardiovasculaires, elles font légion. Pourquoi en France, on n'a pas de chiffre de ça? Combien ça va coûter à la santé publique, toutes ces maladies-là? Je pense qu'on aurait tort de se dire que ce sont des maladies indépendantes. Alors, ça, c'est une nouvelle étude dont je voulais vous parler parce que, on l'a répété depuis ce matin, quelle que soit l'origine du stress post-traumatique, la guerre est une horreur et une horreur juste à la télé. Nous accueillons en France bon nombre d'enfants qui viennent de ces pays en guerre et qui, pour arriver sur le territoire, traversent toutes sortes d'horreurs supplémentaires. Il n'y a pas si longtemps, j'ai assisté à un topo sur le trauma et les cultures d'ailleurs. Et vraiment, c'était un topo incroyable sur comment le trauma est universel, comment le stress post-traumatique, qu'on s'appelle Monsieur Ali et qu'on vienne du fin fond de l'Afrique, qu'on s'appelle Malik et qu'on vienne que par un Orient ou peu importe d'où on vient et peu importe comment on s'appelle. Le stress post-traumatique, il est à l'échelle de l'espèce humaine. Et cette étude-là, moi, elle m'a beaucoup intéressée parce que elle a pris ici des soldats en exercice et des vétérans de guerre. Et puis, ils sont allés regarder les protéines, toutes les métabolites, c'est-à-dire les petits produits entre chaque réaction métabolique, et j'ai envie de dire peu importe leur nom. Et puis, ce dont Véronique n'a pas eu le temps de vous parler tout à l'heure, c'est-à-dire la méthylation de l'ADN, c'est-à-dire l'épigénétique. Je vais vous en dire juste un tout petit mot parce que c'est important. Et voilà ce que ça donne. Donc, sur l'ensemble des paramètres entre un trauma aigu, des soldats encore en exercice et un stress post-traumatique de long terme, donc des soldats vétérans. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces paramètres, c'est juste pour dire qu'ils existent, qu'ils sont différents d'une situation à l'autre, qu'on a de quoi aller creuser, chercher, et qu'on a encore en France beaucoup de travail pour accompagner les victimes et comprendre ce qui se passe exactement. Mais regardez ici, comme vous le disiez Véronique, quand le PTSD est récent, ici, tout est concentré sur l'homéostasie, sur la survie, sur le maintien énergétique de tout l'organisme entier, concentré sur la survie. Et quand il est chronique, tous les paramètres vont dans le sens des comorbidités. Et les comorbidités, aujourd'hui, on n'en a pas encore, je trouve, en France, pleine conscience de toutes ces comorbidités. Et je vais prendre juste un petit exemple ici sur le métabolisme de la tyrosine qui est un précurseur neurotransmetteur absolument fondamentaux à l'échelle du cerveau pour la sortie comportementale. Alors bien sûr, toutes les situations ne se valent pas. Stéphanie nous l'a dit, hein, un adulte qui a eu toute sa vie une famille soutenante, une figure d'attachement,
une vie sociale épanouie, peut faire face à un trauma, peut faire face à un attentat. J'ai pas du tout ici développé parce que je ne les connais pas et que j'ai pas cette prétention toutes les recherches qui ont été faites suite au Bataclan et au reste, mais on sait aujourd'hui qu'il y a des victimes qui vont beaucoup mieux parce qu'initialement elles n'avaient pas d'antécédents traumatiques. C'est beaucoup plus compliqué pour celles qui sont sorties du Bataclan et d'ailleurs et qui avaient un vécu traumatique précédent. Alors bien sûr, ça va dépendre du genre, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de filles. Ça va dépendre de l'âge, de la maturité cérébrale. Stéphanie nous a montré le lien entre le cortex préfrontal et l'amygdale. Il apparaît en image après 11 ans et on le voit clairement à 22. Alors j'insiste, tous les enfants à qui on dit qu'on respecte parce qu'ils se tiennent pas, qu'on respecte parce qu'ils font des caprices. On ne fait pas de caprices quand on est petit, on est débordé par ses émotions. C'est hyper important. En France, on n'a pas encore l'ampleur de ce que c'est qu'un enfant. Je vous le garantis, j'ai plein de collègues qui savent pas ce que c'est qu'un enfant. Il faut faire mieux. C'est pas un jugement de valeur que j'émets. C'est juste une constatation sur le manque de formation, sur le manque de connaissances qu'on a, sur plein de domaines par rapport à l'enfance. Ça, c'était une petite parenthèse. Mais pardon, je suis bavarde. Donc, je reprends ici. Le genre, l'âge de maturité, le stress intérieur. Est-ce que c'est aigu, est-ce que c'est chronique? L'intensité, le type, le viol, la négligence, l'enfermement. Tout ça va jouer sur les hormones de stress, tout ça va jouer sur le réseau, Stéphanie vous en a parlé, et l'ensemble de tout ça aboutira à ce que soit la sortie comportementale, soit de l'ordre du désordre mental et de la vulnérabilité, soit la capacité à essayer d'aller mieux et à ce qu'on appelle la résilience. Moi, je voulais juste vous dire un petit mot. Est-ce que je l'ai mis? Oui, absolument. J'ai mon petit chrono. Je fais vite. Regardez ici, on a des modèles de souris. Alors, on est des mammifères, hein. Soyons très clairs. Il y a quand même beaucoup de points communs entre une souris et nous. Et notamment, sur la question de l'enrichissement, sur la question du groupe, sur la question des conditions dans lesquelles grandissent et évoluent ces petites souris. Quand on laisse les léchouilles de maman, le contact avec papa, de toutes les copines, les sœurs, les cousines, et qu'on met des roues, des enrichissements, on favorise le développement cérébral, on diminue le cortisol. Quand les souris sont élevées toutes seules, dans des grilles toutes froides, où on les empêche de retrouver les petites léchouilles de maman et les gens de papa et des cousines et du reste, on augmente le cortisol, on diminue ce qu'on appelle l'ocytocine, qui est une hormone aussi très impliquée dans le développement du cerveau et des facteurs qui permettent de ne pas développer des comportements angoissants. L'épigénétique, du coup, on n'aura pas nécessairement le temps comme pour de développer. Juste pour vous dire que ces modifications autour des gènes, quand on arrive à les renverser, c'est-à-dire quand on arrive à réaugmenter l'expression d'un certain nombre de gènes, on peut, chez les rats, diminuer les conduites addictives par rapport à l'alcool. Donc, on a quand même des modèles d'études qui sont assez intéressants, y compris chez l'animal. Alors, je vais conclure parce que ça fait 20 minutes. C'est dur de conclure parce qu'il y a plein de choses. Mais quand même, à chaque fois qu'on n'entend pas une victime, qu'on ne signale pas une victime, à chaque fois que dans les procédures judiciaires, il y a des classements sans suite, il y a des expertises inacceptables, et je pense que le docteur Jean-Marc Benkimoun vous en dira 2 mots cet après-midi, mais on partage cette colère du travail mal fait. À chaque fois que on empêche une victime d'accéder à un suivi thérapeutique,
on augmente et on favorise l'ensemble de toutes ces pathologies à l'échelle de la société. Et ici n'apparaissent que les pathologies. Je ne vous parle même pas des enfants qui rentrent en violence et qui terminent en prison. On en discutait avec Stéphanie ce matin. Je serais curieuse de voir les études de PTSD dans le milieu carcéral. Voilà, merci de votre attention.